Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Bonjour. visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence est réalisée par Home Transition et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Aujourd'hui, nous allons, avec Isabelle, apprendre à mieux communiquer avec ses proches. Donc je suis Pascal, je suis là pour répondre à vos questions, résoudre les éventuels problèmes techniques et ils sont nombreux en ce début d'année. Donc pour poser des questions en direct, vous avez un petit onglet conversation. Alors des fois ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Vous avez également un onglet questions-réponses Q et R, une petite bulle de BD avec un point d'interrogation. Donc si vous n'avez pas accès à la conversation, n'hésitez pas à poser une question dans l'onglet questions-réponses. Et puis à la fin, puisque vous êtes avec nous en direct, vous aurez le plaisir de pouvoir poser vos questions à Isabelle, qui se fera le plaisir d'y répondre. Et si vous nous regardez en replay, sachez qu'en vous inscrivant sur go.movadom.com/visio, vous avez le lien qui apparaît à l'écran. Vous pouvez vous inscrire à nos prochaines visioconférences et intervenir en direct. Isabelle, je te laisse te présenter rapidement, prendre le contrôle de la présentation en haut avec le petit bouton contrôler et puis nous expliquer comment mieux, mieux communiquer avec Communiquer. ses proches. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Isabelle Palassin, je suis psychanalyste et auteure. Et ce matin, donc, nous allons voir ce qu'est une bonne communication. Parce que communiquer, c'est quoi? Alors, communiquer, évidemment, c'est envoyer un message à quelqu'un. Donc, on émet un message et être sûr que ce message est bien compris, est bien reçu. Parce que si tel n'est pas le cas, surviennent les malentendus et les éventuels conflits. Alors, on va voir ensemble à quel moment le message se brouille, soit à l'émission, c'est-à-dire au moment où nous-mêmes envoyons le message, soit à la réception, et comment on améliore ces choses-là en famille. Donc, on va commencer par voir que d'abord, toute communication n'est pas verbale. Alors, c'est avec un point d'interrogation parce que là, je vous ai indiqué en fait des pourcentages qui traînent beaucoup sur Internet, mais et qui sont pas très justes. Je voulais les mettre quand même parce qu'ils sont tellement visibles quand on fait une recherche que ça vaut le coup de faire une petite mise au point. Donc, il est indiqué que lorsqu'on communique, lorsqu'on parle, lorsqu'on émet un message, 7% seulement du message est compris via les mots. 38% du sens passe par la communication vocale. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication vocale? C'est le ton de la voix. C'est-à-dire que c'est pas pareil si je vous dis bon, on va parler de la communication maintenant, ou si je vous dis maintenant, nous allons parler de la communication. Et puis, bien sûr, le son de la voix. Euh, la prosodie, en quelque sorte, c'est la musique de la parole. Et puis, 55%, dit-on, en fait, ce serait la communication corporelle, c'est-à-dire les gestes, les mimiques. Voilà, on sourit pas, on bouge avec les mains, etc. Mais aussi, c'est aussi la façon dont on se présente. Parce que c'est pas pareil si je suis comme ça et que je vous parle que si j'essaye d'être un peu. Si je vous montre que je vais vers vous. Alors, en fait, ces chiffres-là viennent d'une vieille étude des années 60 menée par Albert Mehrabian et en fait qui portait que sur 10 personnes. Donc, c'est quand même, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Cela étant, ça veut dire que le fait de prendre ça avec les pincettes, ça signifie que, bien sûr, que 7% de la communication qui passe, de la parole, en fait, qui serait liée au sens des mots, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que, évidemment, que les mots ont un sens et qu'ils sont extrêmement importants, que le sens des mots, bien choisir ces mots, bien choisir la façon dont on s'exprime, évidemment que c'est capital dans une communication verbale. Mais au point que d'ailleurs que ne pas avoir de mots pour décrire ses émotions, ça entraîne souvent de la violence et le repli sur soi. C'est-à-dire quand on n'est pas capable de communiquer ce qu'on ressent avec des mots, parce qu'on n'a pas le vocabulaire, parce qu'on n'a pas
on n'a pas l'habileté en fait d'utiliser le langage, eh bien, c'est vrai que ça provoque des difficultés de repli sur soi et de violence. Donc, c'est important d'apprendre aux enfants tout petits à nommer en fait ce qu'ils ressentent et savoir écouter. Alors, et d'ailleurs, à votre avis, quand même, parce que donc les mots sont importants, mais c'est vrai que tout le reste, tout ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire le ton, le son, la prosodie, les gestes, la gestuelle, la communication corporelle, c'est quand même extrêmement important. Et à votre avis, dans quelles circonstances on s'est rendu compte que ça avait son importance, tout ça? Alors, je sais pas, ouais, vous pouvez pas me répondre parce que vos micros sont pas ouverts, donc je vais vous répondre. Eh ben, c'est dans les textos, parce que au début de la communication avec les pouces, ben, on envoyait des petits messages très courts, donc avec peu de mots, et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de malentendus avec les textos. C'est-à-dire que, ben voilà, à une question, on répond OK, mais ce OK est tellement sec, tellement que l'autre, à l'autre bout du téléphone, peut très bien se dire, mais en fait, OK, ça veut dire que je l'embête, ou ça veut dire qu'il est fâché parce qu'il ne me répond pas, il ne me dit même pas bonjour, donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a, il fait la tête ou elle fait la tête, etc. Et donc, ça a été tellement source de malentendus qu'on a inventé les émoticônes. On a été obligé d'inventer les émoticônes parce que les mots, en fait, en eux-mêmes ne suffisaient pas. Donc maintenant, effectivement, on dit OK avec un pouce comme ça ou avec un sourire, ou voilà. Et donc, il est important et nous y reviendrons, de dire que les mots et de faire en sorte que les mots soient en adéquation avec ce qu'on a envie de montrer. Alors, dans la communication, puisque toute communication n'est pas verbale, en fait, quand même, eh bien, on se rend compte que finalement, beaucoup de choses passent par les 5 sens. Évidemment, puisque les 5 sens, c'est-à-dire le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue, ce sont les antennes, en quelque sorte, qui nous relient au monde, qui nous relient aux autres, mais qui aussi nous font qu'on peut capter les messages que les autres nous envoient et aussi qu'on peut émettre des messages. Par exemple, le toucher. Eh bien, le toucher, c'est vrai que c'est important à tous les âges de la vie dans la communication en famille, notamment en famille, parce que c'est vrai qu'on ne touche pas beaucoup dans les autres sphères de la vie en société. Dans le travail, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'échanges tactiles. Et cette communication par le toucher, elle est notamment extrêmement importante aux âges extrêmes de la vie. C'est-à-dire quand le langage verbal manque. Avec les tout-petits, qui n'ont pas encore les mots pour s'exprimer et pour comprendre, mais aussi avec les personnes âgées dépendantes ou en fin de vie, qui, elles, ont perdu parfois les mots. Pas toutes, bien sûr, mais parfois. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est par le toucher que passent les émotions, la tendresse, l'amour, etc. Les bébés, par exemple, sont très sensibles à la façon dont on les porte, dont on les manipule lors des soins, des jeux et du nourrissage. Par exemple, le psychanalyste anglais Winnicott a mis l'accent sur deux thèmes importants, c'est le holding et le handling. Le holding, c'est le portage, autant physique que psychique. Parce qu'en effet, porter un bébé, c'est l'aider à supporter la première surprise un peu angoissante de sa naissance. Ben oui, parce que in utero, il n'y a pas de pesanteur. In utero, le bébé, il est dans le liquide amniotique et il y a une pression à peu près uniforme, et il n'y a pas de pesanteur. Et donc, quand il sort, quand il vient au monde, tout de suite, il est confronté à cette question de la pesanteur avec cette sensation de pouvoir tomber. Donc, bien le porter, c'est l'aider justement à faire face à cette inquiétude, à cette angoisse de tomber. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que si vous observez un bébé sur le dos, sur une table allongée, par exemple, parfois vous les voyez qui font ça, parce qu'ils ne sont pas tenus.
Et donc, voilà, ils essayent de se rattraper à quelque chose. Et donc, les bras qui portent le bébé lui permettent d'être en sécurité. Voilà. Et de la même façon, le handling, c'est-à-dire la façon dont il va être caressé, lavé, changé, lui permet de ressentir les émotions de sa mère ou de la personne qui s'occupe de lui. C'est-à-dire que des gestes brusques ou enveloppants, des mains chaudes ou froides, lui donnent des indications précieuses sur son environnement. Alors, si je m'attarde un peu sur le nourrisson, c'est qu'on est tous passés par là. On est tous passés par cette phase-là, où on n'avait pas les mots et où on se débrouillait avec nos 5 sens, avec ces sensations tactiles, en fait, pour nous repérer, en fait, avec les autres. Et ça va colorer toute notre vie, notre façon d'entrer en relation, d'être confiant ou non, mais aussi d'être à l'aise ou pas avec le toucher. Et c'est bien sûr important avec nos propres enfants et bien sûr aussi dans notre vie de couple. Parce que donner à l'autre des preuves d'amour tactile en dehors des relations sexuelles dans un couple, par exemple une pression de la main, un baiser en passant, un bras autour d'une épaule, etc., c'est important. Parce qu'on voit assez fréquemment des couples où la mésentente sexuelle vient du fait que l'un des deux partenaires pense que la sexualité, ça commence dans la chambre à coucher. Or, si dans la journée, en dehors du lit conjugal, il n'y a pas de relation sécurisante, de tendresse, c'est difficile d'être d'accord tout de suite au moment où l'autre a envie. Donc voilà, donc c'est vraiment très important de communiquer de cette façon-là. Et puis enfin, en toute fin de vie, le toucher, c'est souvent la dernière façon possible de communiquer. Et rester, par exemple, juste à côté du fauteuil ou du lit à caresser la main, ça dit quelque chose de la qualité de présence que l'on a le désir d'offrir à l'autre. Voilà. Ensuite, on va voir le goût. Alors, le goût, vous allez me dire, c'est une drôle d'idée parce qu'on ne mange pas son partenaire ou on ne mange pas son prochain. Certes, mais on parle facilement quand même du goût de la peau de son amoureux, de son amoureuse. Et puis, il y a aussi une chose, c'est qu'on voit bien, et notamment en France, que la gourmandise partagée, ça fait partie aussi de la communication. C'est-à-dire que le repas pris en commun, où on prend du plaisir ensemble, ça crée du lien, ça crée de la communauté, en fait. Voilà. Ensuite, l'odorat. Là aussi, soyez pas surpris parce que l'importance de l'odorat, on l'entend dans le langage courant. Par exemple, je ne peux pas le sentir, je l'ai dans le nez. Voilà des expressions qui en disent long sur la façon dont l'odorat a sa place dans la relation à l'autre. Et c'est difficile d'être à l'aise d'ailleurs avec quelqu'un dont l'odeur nous incommode. C'est quelqu'un qui sent mauvais. En fait, on a un peu du mal on se met d'ailleurs à distance, c'est-à-dire on allonge la distance entre la personne et soi. Et donc, on a du mal à créer une intimité. Et à contrario, le parfum ou l'eau de toilette de son amoureux, par exemple, tout de suite, ça met en émoi. Et c'est vrai que l'odorat est un sens qui est relié au cerveau archaïque. Donc tout de suite viennent avec l'odorat les souvenirs, le plaisir, les bons souvenirs, par exemple. Donc c'est vraiment un sens qui est important. L'ouïe aussi. Alors, je passe vite parce qu'on va y revenir plus longuement tout à l'heure. Mais on a vu déjà que le son de la voix, la prosodie, donnait aux mots tout leur relief. Et c'est d'ailleurs important de mettre l'accent sur le fait que pour bien s'entendre, il faut bien s'entendre avec les oreilles. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'être bien appareillé quand on commence à avoir des difficultés auditives. Parce que sinon, cette question de la baisse d'acuité auditive peut isoler parce qu'on ne comprend plus l'autre, on se met à l'écart, etc. Enfin, la vue, c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, son apparence générale nous séduit ou pas. Avec la vue, on détecte les mouvements de l'autre, ses mimiques, et puis, voilà, sa façon d'être. Mais c'est aussi, en partie grâce à la façon dont l'autre nous regarde, que l'on évalue l'importance que nous revêtons, évidemment, à ses yeux. Et ça, dès le premier âge, c'est-à-dire que le regard bienveillant de l'autre est toujours quelque chose qui nous rassure, qui garantit les assises narcissiques solides.
Toujours Winnicott, en fait, ce psychanalyste anglais, dit que le premier miroir du bébé, c'est le regard de sa mère. C'est-à-dire que c'est dans le regard de sa mère qu'il va se contempler lui-même et prendre forme en quelque sorte. Alors évidemment qu'ensuite, avec le stade du miroir de Lacan, il y a toute cette question de réaliser la forme que l'on a et la façon dont on est identifié à l'autre. Puisque dans le miroir, on voit qu'on est fait pareil que les autres humains et toutes les sensations que l'on sentait, que le bébé sentait dans le corps sont précipitées dans l'image qu'il perçoit dans le miroir. Mais ce premier miroir, les yeux de la mère, qui est le visage de la mère et la façon dont la mère regarde le bébé, c'est aussi c'est dire finalement la façon dont le bébé est accueilli ou pas. C'est-à-dire que pendant les soins, si une mère ne regarde jamais son enfant, c'est-à-dire si voilà, je m'occupe de mon bébé, et ça malheureusement on le voit de plus en plus avec des mamans qui sont au téléphone alors qu'elles donnent le biberon, eh bien là ça crée un trouble dans la relation. C'est-à-dire que le bébé ne se voit plus dans les yeux de sa mère et il a du mal à savoir qui compte. Donc voilà, donc c'est important. Et cette question-là, bon, je vous parle des bébés, mais parce qu'on a tous été des bébés et que cette question-là, elle revient évidemment dans les relations, dans toutes les relations amoureuses, affectives, etc. C'est-à-dire voir que l'autre nous regarde et voir comment il nous regarde, eh bien, ça nous rassure sur ce qu'on est pour lui et donc sur ce qu'on est aussi. Voilà. Donc, surtout après, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Alors, ce qui est important, donc, puisque communiquer, c'est faire passer un message, c'est important que l'explicite, les mots, soient en cohérence avec l'implicite, le langage non verbal. Sinon, le récepteur du message, celui auquel on parle, celui auquel vous vous adressez, il est perdu. Il ne sait pas s'il doit se fier à ce qu'il voit ou à ce qu'il entend. Et c'est l'une des circonstances décrites par le psychiatre et psychanalyste américain Searle dans son ouvrage « Les efforts pour rendre l'autre fou ». Parce que, par exemple, si je vous dis « je suis contente de te voir », alors là, je ne sais pas si... Ça s'entend. Voilà, je ne sais pas si vous allez me croire, et c'est très perturbant, en fait. Et il y a d'autres... En revanche, si je vous dis « ah, je suis contente de vous voir », bon, là, vous allez me croire. Et il y a une cohérence entre ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et il y a deux moments dans la vie où cet alignement est bien important. C'est au début, bien sûr, et à la fin, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est-à-dire dans ces moments, en fait, où les mots manquent. C'est-à-dire où il n'y a pas de... Le langage verbal est possible, mais il ne fonctionne pas de la même façon qu'entre vous et moi, qui sommes complètement maîtres de notre langage et de notre communication et de nos mots, en fait. On n'a pas de problème cérébral. Là, à ce moment-là, on peut se parler avec des mots et le langage non verbal, compte moins. Mais pour des tout petits qui n'ont pas encore justement cette capacité à verbaliser, qui ne connaissent pas encore les mots, qui n'ont pas acquis le langage, ou tout à la fin, si on perd le langage, eh bien, c'est vrai que cette communication non verbale est extrêmement importante. Et d'ailleurs, les linguistes se sont aperçus que dans tous les pays du monde, les mamans et les adultes qui s'occupent des enfants parlaient un langage qu'ils appellent le mamanais. Alors, c'est quoi le mamanais? C'est pas un langage avec des mots, mais c'est la façon de parler. C'est accentuer la prosodie lorsqu'on s'adresse à un bébé. Oh, mon petit chouchou, mais comment tu vas aujourd'hui? Alors là,
on parle un petit peu plus doucement et on a le ton qui est un tout petit peu plus haut aussi. On parle un petit peu plus aigu. Et bien ça, en fait, c'est totalement universel. C'est-à-dire que tout le monde parle le mamanais et tout le monde vous a parlé le mamanais. Voilà. Ensuite, on va voir aussi que une chose qui est extrêmement importante, c'est de parler en son nom. Parce que, donc on vient de voir que mieux communiquer, c'est une question d'authenticité. Et en ce sens, parler de ses émotions, de son ressenti, ben, c'est une bonne façon de créer la proximité du lien. C'est-à-dire pouvoir dire, en ce moment, je ne me sens pas très bien avec cette situation, ou alors, ah ben, c'est super, je suis contente, on part en vacances, c'est chouette, etc. C'est dire c'est parler de ses émotions, et c'est donc inviter l'autre à entrer dans son univers, dans sa sphère intime. C'est partager avec lui. C'est donc aussi lui faire confiance. Et ça, pouvoir le faire quand tout va bien, ça permet pas évidemment d'éviter les conflits, parce que c'est difficile d'éviter totalement les conflits, mais ça permet peut-être de pouvoir les résoudre plus facilement. Parce que quand on prend l'habitude de dire je au moment où tout va bien, on peut aussi l'utiliser quand tout va mal et qu'on serait tenté d'utiliser le tu, pardon. Parce que dans les moments de tension, quand l'agressivité prend le dessus, on a très vite tendance à passer au mode accusatoire. T'as fait ça, t'as pas fait ça, tu me dis que, etc. Il s'agit de faire porter la responsabilité du conflit à l'autre. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas reconnaître, accepter comme étant de soi, on le projette sur l'autre. C'est une tendance en fait assez générale. Utiliser le je, par exemple, je suis en colère parce que, ça permet de se recentrer sur ses propres émotions et de se décentrer justement des autres, enfin de ce mode accusatoire. Et autre piège de la communication associé à l'usage des pronoms personnels, le vous. Alors, c'est intéressant parce qu'en couple, souvent, enfin, on peut remarquer ça, mais je reçois des couples en thérapie et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient de temps en temps. Lorsqu'il existe des tensions avec la belle famille, certains ont tendance, dans les conflits, non plus à parler à leur conjoint, mais à jeter l'anathème sur toute la famille. C'est une façon de lui ôter sa personnalité propre. L'autre ne fait plus qu'un dans la haine avec son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Alors, par exemple, dans un moment de colère, la personne se met à dire « Ah ben vous les Dupont, vous êtes bien tous pareils, hein, des vrais loches, hein, ou des vrais peintres, ou je sais pas quoi. » Ou alors « Ah ben t'es bien comme ton père ou ta mère », sous-entendu que je déteste. Alors, c'est vrai que, outre le mépris que ça exprime vis-à-vis d'un individu auquel on retire justement son aspect de sujet à part entière, bah, ça risque d'engendrer chez l'autre un réflexe de loyauté, qui est somme toute légitime, hein, puisqu'on attaque sa famille, alors on va la défendre, et la famille d'origine. Et donc ça va renforcer l'hostilité à votre égard, et ça fait monter la mayonnaise. Voilà. Donc, vraiment, cette question d'être attentif aux pronoms qu'on emploie, je, tu, vous, nous aussi. C'est-à-dire que on peut, c'est intéressant, le nous, c'est quoi? C'est je me mets avec l'autre. Donc, utiliser le nous, c'est dire qu'on est de son côté aussi. Voilà. Et donc, c'est vrai que ces pronoms personnels, ben, effectivement, ils ont toute leur importance dans la communication. Alors, ensuite, on va voir qu'il y a quelque chose qui commence à être connu, hein, qui s'appelle l'écoute active, pratiquer l'écoute active. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'écoute active, c'est une façon de se décentrer de soi pour se mettre en empathie avec l'autre. Pour ça, il existe des techniques, mais en fait, souvent, elles viennent toutes seules lorsqu'on est vraiment à l'écoute de celui qu'on a en face de soi. Par exemple, on adapte son débit au rythme de sa parole à lui. Par exemple, quelqu'un qui est déprimé, qui parle, du coup, souvent dans la dépression, il y a un ralentissement général, donc la personne va chercher plus ses mots, va être, avoir un ton plus monotone, un ton plus... Donc, si vous, face à quelqu'un
qui est dans cet état-là. Vous vous mettez à parler à toute vitesse, ben, vous êtes en déconnexion avec lui en quelque sorte. Il y a une espèce de disharmonie, de dysynchronie avec l'autre, et ce qui fait que ça va perturber la communication, la façon d'être en lien, de se mettre en lien avec lui. Et puis, c'est pareil, c'est aussi important d'utiliser les mots de son vocabulaire pour lui signifier qu'on est sur la même longueur d'onde. Alors, en même temps, c'est un conseil un peu à prendre avec des pincettes, parce que avec les ados, par exemple, c'est vrai qu'on serait tenté de se dire « Ah, bah tiens, je vais essayer de parler jeune avec mon ado, avec mon enfant ou mon petit enfant. » Alors, c'est vrai que c'est une bonne... voilà. Parler la langue de l'autre, c'est se mettre en lien avec lui. Mais il ne faut pas en faire trop non plus, parce que c'est risqué quand même d'être un peu ridicule, d'autant qu'on a souvent un métro de retard sur la cour de récré. Alors, c'est bien de le faire, mais c'est bien de le faire avec humour pour lui montrer en fait qu'on essaie de le comprendre, mais qu'on n'est pas sûr en fait d'être vraiment sur cette longueur d'onde-là. Donc voilà, de prendre ça avec un peu d'humour, en riant un peu, c'est ce qui permet en fait de rire ensemble et montrer qu'on est capable de rire de soi. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est important dans la communication, c'est-à-dire qu'on n'est pas en surplomb par rapport à l'autre, mais on peut se mettre aussi à dire je suis un peu ridicule, etc. Et ça permet des moments de complicité, parce que c'est aussi lui dire tiens, j'ai entendu ça comme expression, mais qu'est-ce que ça veut dire, parce que moi, je suis perdue, etc. Et effectivement, quand on dit ça à un adolescent, d'abord ça va le faire rire, et puis il va peut-être avoir, d'abord il va pardon, il va s'apercevoir que vous vous intéressez à lui vraiment, c'est-à-dire à ce qu'il vit et à comment il parle, etc., à ses habitudes. Mais c'est aussi créer un lien, parce que vous lui dites que vous ne savez pas tout et que lui, il peut vous apprendre quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être important. Ensuite, dans la communication, ce qui est important aussi, c'est finalement, c'est de montrer qu'on a l'envie de communiquer. C'est-à-dire que c'est créer un climat de confiance. C'est montrer à l'autre sa bienveillance et son respect à son égard. Par exemple, quand je dis respect, mais il y a quelque chose qui est important dans la famille, c'est que parfois on n'utilise pas les petits mots qu'on utilise avec la boulangère, par exemple. Quand on dit bonjour, merci, bonne journée, tout ça. Bon. Ces mots qui sont tout simples, et qui mettent de l'huile dans les rouages, c'est important de les utiliser aussi à la maison, parce que ça crée un climat pacifié. Ça veut dire qu'on a envie que les choses se passent bien avec la famille. Et pour les jeunes générations, c'est aussi une façon de montrer l'exemple. C'est-à-dire que si on dit bonjour à la dame, mais qu'on dit merci, et que à table, si monsieur passe le pain à madame, madame ne lui dit jamais merci, ou réciproquement, là aussi, il y a une espèce il y a un paradoxe, une communication paradoxale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec on ne met pas ce qu'on dit en accord avec ce qu'on fait. Donc, pour les jeunes, c'est très perturbant, ça. L'éducation, c'est aussi de faire ce qu'on dit et de montrer ce qu'on fait, et de dire ce qu'on fait. De la même façon, parce que souvent, on a du mal à s'excuser, à dire pardon. Pardon, ou excuse-moi, j'ai fait une bêtise, ou j'aurais pas dû te dire ça. On a souvent l'impression que c'est une marque de faiblesse. Mais pas du tout, au contraire. C'est-à-dire que ça montre que vous êtes capable de prendre du recul, de reconnaître vos erreurs et de vous mettre à la place de l'autre en imaginant ce que vos paroles ou vos actes ont provoqué en lui. Ce qui est plutôt une marque de maturité en réalité.
et d'attention et d'envie que les relations soient pacifiées. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de trouver des terrains communs, c'est-à-dire de partager avec les autres. C'est-à-dire alors ça peut être, je sais pas, le plaisir de la musique, le plaisir de la table, on en parlait tout à l'heure, ça peut être, enfin voilà, ça peut être passer de bonnes vacances à la mer, enfin, voilà. Mais en tout cas, trouver des terrains communs, ça peut être la pratique d'un sport aussi, regarder un match de foot ensemble, enfin voilà. Parce que ces terrains communs, ça va ouvrir des conversations possibles. Parce que parfois, on se dit ah bah je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Voilà, on est là, on vit côte à côte, mais on ne sait plus quoi se dire. Ben, peut-être qu'il manque ça, il manque des terrains communs, et peut-être aussi que il peut y en avoir trop aussi. C'est-à-dire que quand on est tout le temps collés l'un avec l'autre, si on fait toujours tout ensemble, eh bien, évidemment, on n'a plus rien à raconter, puisque ce qu'on fait, l'autre le fait aussi. Donc, bah, on vit les choses ensemble, c'est comme si on n'avait plus besoin de se parler. Alors que, même dans ces cas-là, il est toujours possible de dire ce qu'on a ressenti au moment où on est allé voir un film ensemble, une expo, ou même regarder un match de foot. Mais ce qui est important aussi, c'est que chacun puisse avoir également son terrain de jeu, son jardin secret, voilà, ses passions. Parce que ça permet aussi de pouvoir parler de soi, bien sûr, mais aussi de ce qui nous intéresse, etc. Et de devenir intéressant pour l'autre aussi. Et pour se parler, ça peut être aussi intéressant d'organiser des rendez-vous. Parce qu'on a tendance ben voilà, on est pris par le quotidien, on est pris par le rythme, ben voilà, il faut faire la vaisselle, il faut faire les lessives, il faut faire partir le lave-vaisselle, etc. Et on oublie de se parler. On regarde la télé, on regarde les séries sur Netflix, et le temps passe et on n'a pas, voilà, on n'a pas d'occasion de se parler vraiment. Tiens, oui, bien sûr, on va se dire, dans le meilleur des cas, bonjour, bonsoir, et qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir, et qu'est-ce qu'on va manger, etc. Mais c'est du small talk, comme disent les Anglais. Voilà, c'est pas une vraie conversation où on se met en jeu on se dévoile en quelque sorte à l'autre. C'est-à-dire que quand je dis on se dévoile, ça veut dire on lui fait confiance, on lui fait suffisamment confiance et on lui montre suffisamment la confiance qu'on lui fait pour que lui-même, en retour, ait envie de le faire. Et eh bien, pour essayer de contrer ça, ça peut être intéressant d'organiser des rendez-vous. De dire, ah ben voilà, tel jour, à telle heure, on se voit. Alors peut-être ça peut être en dehors de la maison, par exemple, on se fait un resto, mais on ne va pas au cinéma, on ne va pas au théâtre, on va pas. C'est nous deux, voilà. Et on peut, par exemple, lister des sujets de conversation qui nous tiennent à cœur et qu'on n'a pas jusqu'à présent eu l'occasion d'aborder, pardon. Ça peut être quelque chose qui, par exemple, une difficulté relationnelle, un problème je sais pas, un problème d'argent, un problème sur la sexualité ou un problème avec les enfants. Et voilà, on se pose, on en parle dans un cadre qui est à peu près sécurisant et qui peut être neutre, par exemple. Parce que c'est vrai que quand on est à la maison, je parlais du restaurant, parce que quand on est à la maison, souvent on a 1000 choses à faire, donc on n'a pas on se dit on va se poser, et puis finalement on est pris par autre chose, le téléphone, je sais pas quoi, et puis ça se fait pas. Si on décide en fait de réserver un restaurant et d'y aller, là, on prend rendez-vous. C'est vrai que dans le travail, par exemple, on organise des réunions pour quand on a des choses à se dire. Il y a un problème, hop, on fait une réunion. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on a moins l'habitude de faire dans la famille. Et pourtant, c'est une façon de se mettre autour d'une table et d'aborder le problème.
Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire à propos de la communication. Ben maintenant, à vous à vous de me poser des questions ou de peut-être d'apporter vos témoignages aussi si vous avez des choses à raconter à propos de ce que je vous ai dit ce matin. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Alors que vous puissiez poser vos questions, on va terminer. Alors il faut que je reprenne le contrôle. Hop. Je vous invite à répondre au questionnaire de satisfaction. Alors je vous mets le lien dans la barre de conversation. Et sinon, vous pouvez cliquer sur la petite icône bleue. Ça vous ouvrira une fenêtre et vous pourrez répondre à ce questionnaire. Donc, c'est important que vous le fassiez pour qu'on puisse faire un retour à nos financeurs. Et puis, donc, je vous remettrai cette diapo juste après. Je vous mets la diapositive avec nos différents projets. Donc, vous avez la chaîne YouTube où vous pourrez revoir tous nos replays. Donc, cette visioconférence sera dans l'après-midi sur YouTube si vous avez des choses à réécouter ou à revoir. Pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, c'est sur go.movadom.com/visio. Et puis sur le site movadom.com, vous pouvez également télécharger gratuitement le livre audio pour le déménagement des seniors, Génial. ainsi que les podcasts coécrits par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez sur, pareil, les déménagements pour les personnes âgées. Si vous avez des questions, un petit mail à contact@movadom.com. Encore merci à la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du Val-de-Marne et à la CNSA. Et merci beaucoup Isabelle, et à tout de suite. Merci.